Bon, bonjour à tous. Donc, dans le cadre du groupe de travail de l'Institut des actuaires intitulé « Anticiper en univers incertain », nous allons écouter Gilles Gaba sur le sujet de sa thèse, ou du moins un des points qu'il a développé dans sa thèse, qui porte sur les modèles cliométriques et plus particulièrement sur le l'apport qu'ils peuvent avoir dans la construction des tables de mortalité prospective pour les pays émergents et des pays moins avancés. Ça, c'est une situation où les données sont rares, sans profondeur suffisante, dans un contexte évolutif, où les méthodes classiques fonctionnent mal. Et c'est une situation dans laquelle nous nous trouvons désormais assez souvent pour évaluer les nouveaux risques cyber, climatiques, sanitaires, etc. Nous avons donc besoin d'enrichir notre boîte à outils et les modélisations que va nous présenter Gilles, elles viennent à point pour nous y aider. Il va donc exposer l'apport des modèles cliométriques composites, le caractère composite faisant partie des approches méthodologiques sur lesquelles nous travaillons avec Maud Toba de Sorbonne Université et Caroline Hilleret de l'ENSAE au sein du GT Anticipé en univers incertain. Ce sujet des nouvelles situations, des nouvelles méthodes à utiliser en univers incertain, ça nous interroge et ça rejoint le groupe de travail que Nicolas Maresco et moi-même, Florence Picard, dont nous sommes responsables. Le caractère composite correspond bien à cette nouvelle tendance où il faut composer avec différentes méthodes et que les seules méthodes anciennes ne collent pas, ne marchent pas. Donc, Gilles Gaba est directeur en sciences économiques je prends mon papier, de l'Université Lyon 1 et il est diplômé de l'ISFA. Il est aussi titulaire d'un master en statistique et informatique de l'Université Panthéon-Assas Paris 2. Il dirige un cabinet de conseil spécialisé en data science, en actuariat et risk management. Il est membre fondateur et président de l'Institut euro-africain de risk management et actuariat. Il est spécialisé dans la recherche scientifique et la formation. Cet institut est spécialisé dans la recherche scientifique et la formation. Gilles est chercheur, il est associé au laboratoire sciences actuarielles et financières de l'ISFA Lyon 1. Avant de lui passer la parole, je vous rappelle que vous êtes chaudement invité à poser vos questions dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas, posez vos questions. On essaiera d'en faire une synthèse si on n'arrive pas à tout y répondre. Et Gilles, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci Florence pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Sans plus tarder, je commence la présentation. Alors, donc, le sujet de ce jour concerne l'apport des modèles cliométriques composites pour la construction des tables de mortalité prospective pour les pays émergents et les pays en développement, qui inclut les pays les moins avancés. C'est des travaux sur lesquels nous avons travaillé avec Stéphane Loisel. Alors, la présentation est composée de 4 principales parties. Donc, il y a un cadre historique et conceptuel qu'on va présenter dans un premier temps. Ensuite, on va exposer les limites des approches actuelles et les originalités méthodologiques, c'est-à-dire les solutions méthodologiques que nous proposons pour les résoudre. Ensuite, nous allons présenter quelques résultats empiriques pour 2 pays, c'est-à-dire l'Inde et l'Équateur. Et enfin, je vais parler des perspectives et des travaux futurs complémentaires qu'il faut puisque la recherche continue. Alors, je vais aller très vite sur certains points et si ce n'est pas parce que le temps imparti est court et si ce n'est pas suffisamment clair, vous les notez et puis dans les questions, je pourrai avec plaisir revenir vous les détailler. Voilà. Donc, je définis d'abord la cliométrie. La partie Clio, c'est pour l'histoire, donc c'est la muse de l'histoire.
Et métrie, bon, ben, pour la mesure, hein, donc la cliométrie se définit comme l'étude quantitative de l'histoire. Alors, c'est une étude quantitative particulière parce qu'elle est de long terme sur plusieurs générations. Donc, une génération, on peut considérer 25 ans. Donc, on est sur des multiples de 25 ans. Donc, voilà, on va avoir des données séculaires, climatiques, démographiques, sociales ou économiques. Donc, on va suivre ces données simultanément, enfin, selon la problématique, pour une population donnée. Voilà. Et donc, c'est une trajectoire qui est décrite et ça permet en fait la détection de tendances lourdes, multidimensionnelles et multigénérationnelles. Et aussi, on peut détecter avec les techniques associées des schémas transitionnels qui se répètent soit de manière universelle, soit sur des groupes particuliers de pays. Voilà. Et donc, du coup, disposant de schémas transitionnels, on peut faire de la prospective à long terme dans les domaines, donc, pas que démographiques, mais aussi social et économique. Alors, la transition démographique, je reviens dessus brièvement, vous le connaissez tous. Voilà, donc on part d'un régime démographique où plus ou moins équilibré entre le taux de mortalité et le taux de natalité. Le taux de mortalité est représenté en rouge ici, le taux de natalité en bleu. Voilà, et donc la transition démarre par une chute du taux de mortalité, souvent infantile, voilà, puis après, bon, ça se transmet aux autres âges. Et en général, une génération plus tard, démarre la baisse du taux de natalité, la courbe bleue. Voilà. Et puis après, le tout se stabilise à un nouveau régime post-transitionnel plus tard. Voilà. La courbe verte représente le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le taux de mortalité et le taux de natalité. Voilà. La courbe noire représente l'évolution de la population générale qui est plus ou moins stable au début et qui devient plus ou moins stable à la fin de la période transitionnelle. Alors, je parle de ça parce que ça, on va revenir très souvent sur les taux de la transition démographique. Donc, voilà, autant poser le débat clairement. Alors, je donne ici deux exemples. La Suède qui est à gauche. Donc, vous avez en haut, à gauche, la courbe noire légère, on va dire, le taux de natalité, et la courbe noire foncée, le taux de mortalité. Vous voyez l'écart. Et puis après, à la fin de la transition, les deux se resserrent. Vous avez le même schéma en Espagne aussi qui correspond à la colonne de droite. Et en bas, la courbe rouge représente l'évolution du sol naturel qui est une évolution en cloche. Bon. Alors, j'ai donné la Suède et l'Espagne, mais on verra plus tard que dans tous les pays, c'est systématiquement le même schéma, plus ou moins perturbé par les guerres ou les épidémies. Alors, je montre aussi ici deux pays émergents ou en développement. Donc, l'Inde, où on retrouve le même schéma. Bon, il n'a pas fini sa transition puisque les deux courbes de mortalité qui est ici en noir et de natalité en rouge ne se sont pas complètement rejoints quand même. Mais toutefois, vous observez bien la forme en cloche du sol naturel qui est en rouge ici, donc au milieu, pour l'Inde, hein, colonne de gauche. Et puis, l'évolution de la population qui en découle. Point important, il y a le taux de fécondité, donc taux de fertilité, nombre d'enfants moyen par femme, qui atteint le seuil des 2 enfants par femme en Inde déjà. Hein. La même situation se retrouve à l'Équateur. J'ai pris ces deux pays-là parce que c'est les deux pays qu'on va retrouver dans les résultats empiriques. Alors évidemment, cela s'accompagne d'un phénomène que vous connaissez tous, qui est l'espérance de vie qui augmente partout où la transition apparaît, et avec le risque de longévité qui va avec, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui pour nous, et un vieillissement de la population qui en découle aussi. Je fais rapidement tout ça. Ensuite, il y a un point que j'aimerais vous montrer, c'est la notion de transition démographique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Il y a 3 grands épisodes historiques qui sont recensés, en tout cas pour Homo sapiens. Il y a la révolution industrielle, donc celle que je viens de vous montrer concerne la révolution industrielle qui a commencé voilà, dans les 16e siècles en Europe et qui continue et qui, par diffusion au reste de l'ensemble de la planète, provoque les changements démographiques que nous venons de voir. Mais avant cela, à moins 12 000 ans, moins 10 000 ans, il y a eu une autre transition démographique qui a eu lieu, qui est la révolution du néolithique, qui correspond à l'apparition de l'agriculture, et qui a provoqué aussi une hausse très forte de la population, comme vous pouvez le voir ici.
à la fin de la dernière glaciation. La glaciation, c'est la période représentée par l'élément bleu que vous voyez ici. Et puis, il y avait aussi, on a repéré aussi une autre transition démographique qui avait lieu au Paléolithique supérieur à moins 40 000 ans aussi. Donc, vous observerez ici que les transitions, en tout cas les deux grosses précédentes, ont eu lieu à la fin des périodes glaciaires. Voilà. Juste parce que le climat se réchauffe. Voilà. Et puis, la végétation reprend ses droits, l'alimentation s'améliore, etc. Ensuite, en termes de problématiques, pour les pays développés, problématiques de données de mortalité, pour les pays développés, globalement les pays de l'OCDE, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a les bases de données internationales, je parle ici, mais évidemment, pour construire les tables, on utilise les bases de données des instituts nationaux de statistiques. Bon, alors, pour les pays émergents, ce qui se passe, c'est qu'on a très peu de profondeur historique. Et puis, la qualité des données, bon, ça varie. Donc, les deux bases internationales que nous avons à disposition souvent, c'est la base Human Life Table Database qui est publiée par le Max Planck Institute. Et puis la base WPP qui s'appelle la World Population Prospect qui est publiée par l'ONU. Voilà, la Population Division de l'ONU. Le problème, j'ai mis un point d'interrogation devant WPP parce que pour les pays émergents et pour les autres pays en développement, les données de l'ONU sont des données modélisées. Ce ne sont pas des données issues d'enquêtes de terrain, d'observation. Voilà. Et il faut le savoir parce que si vous tombez sur ces bases, elles sont très bien renseignées depuis 1960 et elles sont projetées jusqu'en 2100. Voilà. Le problème, c'est que du modèle. Et donc, si vous les utilisez pour l'état prospectif, vous récupérez tous les risques qui vont avec ces modèles-là. Voilà. Pour les pays en développement, les autres pays en développement en dehors des pays émergents, donc les pays d'Afrique subsaharienne, certains pays d'Amérique latine, vous avez les données qui sont régulièrement renseignées, mais seulement depuis les années 2000. Voilà. Alors, à l'exception notable et très importante toutefois du taux de mortalité infantile qui est suivi, en fait, contrairement aux autres mortalités des autres âges, qui est suivi depuis quasiment les indépendances dans ces pays-là. Donc, on a un historique bien fourni pour le taux de mortalité, et puis un historique de terrain, des enquêtes qui sont faites au niveau national, voire même par région dans ces pays-là, financés par l'OMS, l'ONU et les instituts nationaux de statistiques. Nous avons pu reconstituer, par exemple, ces courbes, par exemple, pour la Côte d'Ivoire depuis 1970, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, on va exploiter cette information-là parcellaire, mais qui est bien renseignée par la suite pour alimenter nos modèles. Voilà. Évidemment, les données, on ne les a pas pour le Human Mortality Database, on les a seulement pour le Max Planck. C'est très parcellaire, il n'y a quasiment rien pour les pays en développement avant 2000 qui ne soient des données modélisées. Alors, nous allons partir de trois grands constats de limites, en fait, liées aux données ou aux méthodes utilisées actuellement pour proposer des améliorations méthodologiques. Alors, le premier constat empirique sur lequel nous allons travailler, là, vous avez une courbe qui correspond à celle de la France. Vous avez plusieurs courbes de mortalité. Chaque courbe représente un âge donné qui évolue dans le temps. Et vous voyez qu'il y a des décalages temporels, même si on a une sorte de stabilisation suivie d'une chute, la chute, elle n'a pas lieu au même moment pour tous les âges. Voilà. Et les allures ne sont pas forcément les mêmes non plus, d'ailleurs. Donc, ça justifie le fait que utiliser les mêmes classes de modèles pour modéliser ces différentes courbes ne se justifie pas forcément. Alors, nous avons fait un autre constat méthodologique, qui est une démonstration rigoureuse, qui est que pour chaque âge modélisé, le modèle de Lee Carter, qui est le modèle de référence avec ses déclinaisons, est une régression en fait sur la première composante principale de la table des séries temporelles centrées des mortalités par âge, à un facteur multiplicatif près selon la contrainte posée sur les paramètres. Voilà. Et donc ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est une régression qui est faite sur la première composante principale.
L'hypothèse implicite, c'est que la première composante principale est la meilleure variable explicative pour quel que soit l'âge modélisé. Et or, nous savons voilà, qu'il y a d'autres types de régressions qui utilisent les composantes aussi, mais qui ne font pas cette hypothèse-là. Donc, l'originalité méthodologique que nous apportons serait de généraliser le modèle de Lie-Carter de ces variantes, donc en permettant de sélectionner de manière optimale les composantes principales, c'est-à-dire en utilisant leur corrélation avec la variable, le taux de mortalité qu'on est en train de modéliser, et non de prendre la première composante principale comme étant celle qui a le meilleur pouvoir explicatif. Et même, on utilise les composantes PLS, partial least square, qui est une composante qui est créée on va dire, qui inclut la corrélation avec la variable, la série qu'on veut modéliser. Voilà, contrairement aux composantes principales qui sont faites uniquement sur les variables, les séries explicatives. Voilà. Et donc, à partir de ça, nous allons proposer deux modèles. On est sur les modèles internes puisqu'on ne fait pas appel à des références externes, multifactoriels. Multifactoriels parce qu'on ne va pas se contenter forcément d'utiliser un seul facteur principal ou PLS, mais on se réserve le droit d'utiliser autant de facteurs qu'il faut pour, voilà, pour avoir le meilleur modèle. Et les facteurs ne sont pas les mêmes selon l'âge modélisé. Donc voilà, donc on a les modèles internes à facteurs PCR donc pour la composante principale, optimale parce qu'on va choisir les composantes qui sont les mieux corrélées avec la variable qu'on veut expliquer, modéliser. Et ensuite, les modèles internes à facteurs PLS où les facteurs utilisés sont les facteurs PLS. Ensuite, bon, ça concerne tous les pays, hein, c'est une problématique qui concerne voilà, tous les pays du monde, quel que soit, bon, dès qu'on est sur les modèles internes, la question d'améliorer ces modèles en pensant à d'autres composantes se pose. Ensuite, on fait un deuxième constat méthodologique qui rejoint ce que disait Florence tout à l'heure sur les modèles composites, c'est qu'on utilise une même classe de modèles pour tous les âges, voilà, pour toutes les courbes de mortalité. Voilà. Donc, ce que nous proposons ici, c'est de séparer méthodologiquement les modélisations des mortalités des âges. Donc, ça veut dire qu'il est désormais possible, nous avons pu attribuer différentes classes de modèles à différents âges, tout simplement, et voilà. Et le modèle que nous développons s'appelle modèle interne composite parce que voilà, les classes de modèles sont variables, voilà, peuvent différer d'un âge à l'autre. À facteur, PCR optimal ou PLS, ça veut dire que pour certains âges, ça va être du PCR optimal, pour d'autres âges, ça va être, les facteurs utilisés seront des PLS. Voilà. Et pour ça, on utilise une stratégie bayésienne en deux étapes, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va sélectionner pour chaque âge modélisé la classe de modèle qui lui correspond le mieux. Donc, c'est ce qu'on appelle le best model class. Et cette classe-là va être utilisée comme classe de modèle a priori pour estimer maintenant de manière voilà, sans biais les performances de ce modèle-là, de cette classe de modèle pour cet âge-là. Voilà. Donc, ensuite, troisième constat empirique, c'est l'universalité de la transition démographique qui se déroule par cohorte de pays avec des rythmes différents, qui fait que, je parle de la différence de rythme, qui fait qu'il est impossible, difficile d'utiliser les modèles de séries temporelles classiques où les retards sont fixés. Voilà. Et parce que ici, vous voyez bien, par exemple, là, vous avez trois cohortes de pays. Vous avez l'Inde, bon, pas que l'Inde, hein, mais tous les autres pays émergents ou en développement peuvent être dans cette catégorie-là plus ou moins, qui est en orange ici. Vous voyez, la pente, elle est assez forte. Et plus les pays qui viennent des cohortes plus anciennes ont une pente plus douce, en fait, parce qu'ils ont mis plus de temps à faire leur transition. Voilà. Et donc, en Europe, vous avez par exemple l'Italie et l'Espagne qui sont voilà, à un niveau intermédiaire ici. Hein, l'Italie qui est en noir, l'Espagne qui est en bleu et voilà, le Japon qui est en vert, qui n'est pas très visible ici. Voilà. Donc, les premiers pays à avoir la transition, c'est bien la Suède, voilà, les pays nordiques, quoi, Norvège, etc., voilà, qui ont été les premiers alphabétisés, qui ont eu les premières transitions démographiques. Voilà. Donc,
il y a eu d'autres études qui ont été faites, je passe rapidement dessus, qui montrent que la forme du sol naturel n'est pas la même et qui permet, on peut faire une classification par rapport quelque sorte à la violence de la transformation qui a lieu. Les pays qui ont eu les premières transitions qu'on appelle de type 1 ici, Suède, Allemagne, Union soviétique, Russie par exemple, les pays de l'Est en général, ont une transition de type 1, c'est-à-dire la pente est douce, c'est ce qu'on voit ici par la courbe voilà, numérotée 1. Les pays de type 2 ont un sol naturel, donc le taux d'accroissement, hein, qui toujours en cloche, hein, c'est toujours la même allure, sauf que c'est plus ou moins ramassé et d'amplitude élevée, voilà, pas selon la cohorte. Ensuite, maintenant, pour revenir, donc ça c'est un constat, hein, pour les pays en développement, ce que nous allons faire, donc nous constatons que la transition démographique est universelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui touche tous les pays. La forme est similaire, même si le rythme n'est pas le même. Et donc, nous allons distinguer parmi les pays en développement et les pays émergents deux catégories. Ceux qui ont un historique suffisant, il y en a voilà, très peu hein, dans les bases de données internationales qu'on a, qui remontent à 1950 ou 60 ou au-delà. Là, nous avons l'Inde qui correspond à cette condition-là et l'Équateur aussi qui correspond à ça. Mais bon, c'est très rare. Hein. La plupart ont un historique insuffisant, correctement renseigné seulement à partir des années 2000. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser les trajectoires des pays qu'on appelle transitionnellement plus âgés, c'est-à-dire qui sont entrés dans la transition démographique plus tôt que le pays. Voilà, et on va les utiliser leur trajectoire pour créer une variable, une série qu'on appelle la série cliométrique, qui va être utilisée comme série explicative pour modéliser la mortalité des pays transitionnellement moins âgés. Voilà. Donc, à transition plus récente, donc qui concerne typiquement les pays émergents et les pays en développement. Alors, pour vous montrer, donc, du coup, ça a permis de développer une nouvelle classe de modèles qu'on appelle les modèles mixtes cliométriques. Alors, mixte parce que c'est à la fois interne et à référence externe. Interne, on va utiliser les taux de mortalité du pays lui-même, vu qu'il a un historique suffisant. Externe, parce qu'on va intégrer des séries explicatives qui viennent de l'historique des pays ayant une transition plus précoce. Voilà. Et ce modèle, il est composite forcément parce qu'on a modélisé les âges de manière différente. Donc, la notion cliométrique vient du fait qu'on utilise le pattern, donc le schéma transitionnel universel qu'on a identifié au niveau de tous les pays. Alors, ce qui va, techniquement, on va faire un appariement entre les courbes de mortalité du pays. Le pays A, c'est le pays avancé. Hein. Le pays R, c'est le pays en retard. Avancé dans la transition, en retard dans la transition. Donc, la courbe bleue, ça correspond au pays avancé. La courbe noire correspond au pays en retard dans la transition, qui est une transition tardive. Voilà. Et donc, on va apparier les temps, les dates, en fait, calendaires d'un pays A avec celle d'un pays R. Par exemple, ici, on va apparier, alors, le TAS1, c'est le temps calendaire où le pays A a atteint la valeur S1 pour le taux de mortalité à l'âge X0. X0, on appelle ça l'âge d'appariement. Nous utilisons en fait souvent le taux de mortalité infantile parce que c'est une courbe monotone qui permet, une fois bien lissée, permet de faire un appariement bijectif entre les taux de mortalité infantile d'un pays A et les taux de mortalité infantile d'un pays R. Voilà, donc le TAS1 va être apparié avec le TRS1. S1 des deux côtés, ça veut dire que c'est à cette date-là que les deux pays, le TAS1, c'est la date à laquelle, l'année dans laquelle le pays A a franchi la première fois le seuil S1 sur le taux de mortalité MX0. Et le TRS1, c'est la date calendaire à laquelle le pays R a franchi la première fois, à la baisse évidemment, puisque c'est une courbe bien lissée qui est monotone, le seuil S1. Voilà.
Et donc, cet appariement qui est fait permet de construire après ce qu'on appelle la série explicative cliométrique qui va jouer le rôle de séries à référence externe pour modéliser le taux de mortalité à l'âge X du pays R. C'est un peu complexe, mais je passe rapidement dessus parce que sinon on y perdrait beaucoup de temps. Toujours est-il que, pour vous montrer graphiquement à quoi ça ressemble, vous avez ici le taux de mortalité à l'âge voilà, entre 10 et 15 ans. Hein. Donc, pour le pays A utilisé, l'Italie, c'est la courbe en bleu. Vous voyez que la pente est plus douce. Pour l'Inde, c'est la courbe en noir. La pente est plus accentuée. Et la série kilométrique qui va être utilisée pour modéliser l'Inde, c'est la série qui est en rouge que vous voyez ici. Vous voyez bien qu'elle reprend en fait les fluctuations de la courbe de l'Italie, mais la pente, en fait, c'est une projection en fait, qu'on fait à l'époque en fait, où la transition se passe pour l'Inde. Voilà, pour résumer, quoi, en gros. Et, voilà. Et cette projection, ben, elle va dans le futur et permet donc, du coup, d'être utilisée comme variable explicative, voilà, pour modéliser dans le futur les taux de mortalité à l'âge concerné pour l'Inde. Ensuite, la deuxième catégorie de pays, la majorité hein, des pays, l'essentiel des pays en développement, c'est les pays avec un historique insuffisant. Alors, par chance, ce que nous avons, comme je vous disais, c'est que le taux de mortalité infantile est relativement bien renseigné depuis les indépendances dans ces pays-là. Et donc, du coup, en fait, on peut faire un appariement entre les temps de transition de ces pays en développement ou les moins avancés avec les pays de référence de type A, européens ou autres, qui ont une transition plus précoce et donc pouvoir bâtir des modèles, cette fois-ci pas mixtes, mais des modèles externes, donc qu'on appelle cliométriques. Alors, nous avons proposé deux catégories de modèles externes. Une première catégorie nous utilisons des adaptations des modèles classiques externes qui existent, hein, les modèles de Brass, de Cox et les modèles utilisés pour créer les tables générationnelles TGH05 qui sont utilisées en France. Voilà, la seule différence, c'est que la formulation mathématique est la même, mais la différence se trouve au niveau des temps utilisés. Voilà. Pour c'est pas le même temps qui est des deux côtés. En fait, les dates ne sont pas les mêmes. C'est les dates à parier qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prend une date pour le pays de référence et une date pour le pays d'expérience. Et la correspondance se fait à ce niveau-là, donc via l'appariement. Voilà. Et donc, les modèles se déclinent mathématiquement de la même manière. Et on peut même créer, donc nous créons donc un modèle pluviométrique composite où pour certains âges, ça va être le modèle externe kilométrique adapté de Brass. Pour d'autres âges, ça va être le modèle externe kilométrique adapté de Cox, etc. Voilà. Ensuite, il y a toute une deuxième classe de modèles externes qu'on propose aussi. Cette fois-ci, ce n'est plus des adaptations des modèles externes classiques, mais c'est plutôt des modèles multifactoriels, c'est-à-dire que nous créons plusieurs séries kilométriques, puisque pour un pays d'expérience, on peut aller créer plusieurs séries kilométriques en prenant plusieurs pays d'expérience en fait. Et donc, et calculer des facteurs principaux ou des facteurs PLS à partir de ces séries explicatives-là et les utiliser pour modéliser notre taux de mortalité. Voilà. Pareil, on peut proposer une variante composite qui fait que pour certains âges, ça va être des facteurs PCR, donc régression sur composantes principales, et pour d'autres âges, ça va être des composantes PLS qui sont utilisées. Quelques résultats empiriques. Alors, ce que je viens de dire là, c'est que c'est des classes de modèles qui n'existent pas et qui sont des résultats originaux que nous proposons. Hein. Alors, au niveau empirique, je souhaitais vous montrer les résultats que nous avons obtenus pour l'Inde. Bon, évidemment, ici, on se focalise sur les pays émergents, les pays en développement, les pays les moins avancés. Mais vous avez vu au départ que les problématiques concernaient aussi, il y a certaines problématiques, notamment l'aspect composite ou l'aspect factoriel
les problématiques sont des limites des modèles qui sont utilisés actuellement, les modèles internes, et ça concerne tous les pays du monde. Donc, du coup, bon, voilà, dans la thèse, on a amélioré les projections pour la France, pour l'Italie, etc. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, le sujet du jour, c'est de se concentrer sur les pays émergents et les pays en développement. Voilà. Donc, les modèles de référence utilisés sont le Lee-Carter log poisson et le modèle CBD log poisson. Voilà. Bon. Étant donné qu'on a pris l'Inde et l'Équateur, donc ce sont des pays qui ont un historique en général suffisant pour ce que nous avons trouvé. Donc on peut utiliser un modèle mixte, c'est-à-dire à la fois interne et externe, pluviométrique et composite, qui joue sur les facteurs PCR ou PLS. Voilà. Et donc on va comparer les résultats pour ces deux pays, l'Inde et l'Équateur. Alors, donc ce qui est modélisé ici, c'est la probabilité de décès des femmes. Hein. Donc, on prend tous les tranches d'âge. Bon, il y a l'âge 0 qui est modélisé à part, la mortalité infantile qui est modélisée à part. Et puis, de 1 à 80 ans, on a plusieurs tranches d'âge, 16 tranches d'âge qui sont modélisées séparément. Voilà. Donc, je vous avais dit que pour estimer les performances du modèle, donc dans un premier temps, on sélectionne la classe de modèle pour chaque tranche d'âge modélisée. Et ensuite, on utilise cette classe de modèle comme les paramètres a priori pour modéliser la tranche d'âge concernée. Donc, le début de l'historique pour l'Inde, c'est 1930. Et la projection, on s'arrête, on suppose un présent virtuel à 1965 et on fait une projection à 25 ans. Voilà. Rien que pour sélectionner la classe de modèle pour chaque âge. Et ensuite, cette classe de modèle est utilisée comme élément a priori pour refaire la modélisation cette fois-ci, en repartant toujours de 1930 et cette fois-ci en supposant le présent en 1990, avec un horizon toujours de 25 ans, puisque pour caler voilà, la méthode de choix de la classe de modèle, voilà, avec l'estimation de la performance. Alors, il y a tout un travail exploratoire qui est fait dans un premier temps, parce que pour l'Inde, par exemple, on a le choix entre plusieurs pays. Pour la partie de référence, on a le choix entre plusieurs comment on va dire, pays de référence, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la France. Il y a tout un tas de pays potentiels qu'on peut, voilà, et dans ces pays-là, on peut regarder la mortalité par homme, par femme ou les deux mélangés, etc. Et donc, on va tester tout ça, mais on va partir d'un sous-ensemble différent et on va sélectionner notre meilleur modèle, etc. Et à la fin, il y a un sous-ensemble qui est gardé et c'est lui qui donne le meilleur résultat, en fait. Et donc là, alors attention, hein, quand nous choisissons la classe de modèle, nous ne savons pas que c'est lui qui va performer plus tard hein, dans la deuxième itération. Donc, c'est seulement la première itération qui permet de choisir la classe de modèle pour chaque âge. Donc, c'est vraiment un choix qui est fait en amont. Et puis après, on va vérifier ce que ça donne après dans la deuxième itération. Et donc, là, vous voyez le map qui est utilisé pour comparer les modèles en pourcentage parce que, en fait, c'est lui qui, vu que les mortalités n'ont pas les mêmes ordres de grandeur selon l'âge modélisé, en fait, on va utiliser le map qui est la performance en pourcentage pour comparer les performances ou pour les agréger. Voilà. Donc, on a les horizons de prévision. Donc, vous avez le modèle cliométrique qui s'appelle cliométrique composite modèle, qui est en rouge ici. Vous voyez bien qu'on est nettement inférieur, on a un taux d'erreur nettement inférieur à ce qui se passe avec le Lee-Carter et le Lee-Carter log poisson. Je n'ai pas représenté sur la courbe le modèle CBD parce que le niveau d'erreur est trop élevé, mais bon, c'est connu dans la littérature, hein, trop élevé et ça écrase les autres courbes. Donc, du coup, vous les avez dans le tableau, mais je ne l'ai pas mis dans la courbe. Voilà. Et puis, donc là, on mesure les écarts, les erreurs par horizon de prévision jusqu'à 25 ans. Mais aussi, il faut regarder par âge par âge. Est-ce que, bien sûr, on domine, notre modèle domine les autres, les modèles de référence utilisés sur les horizons testés, mais est-ce que c'est vrai pour tous les âges, voilà, modélisés? Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, toujours en rouge, notre modèle, voilà, mixte cliométrique composite. Et vous voyez bien, quel que soit l'âge, bon, après, il y a des jeux égaux plus ou moins à certains âges, mais globalement, voilà, on domine aux extrêmes et au milieu, bon, le jeu peut se discuter.
Ensuite, pour l'Équateur, on a les mêmes résultats. On modélise toujours la probabilité de décès des femmes. L'historique est moins profond, donc on commence en 1950, toujours 25 ans, voilà, pour choisir le modèle, la classe de modèle pour chaque âge, et 25 ans pour l'utiliser pour faire les prévisions et calculer les performances. Bon, ici, pour l'Équateur, on a pu utiliser plusieurs pays, beaucoup plus de pays que pour l'Inde. Ici, vous avez vu, on a utilisé le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, la Suède, parce qu'il a pu prendre tous ces pays sans créer de surapprentissage. Voilà. Alors que l'Inde, ça ne passait pas. Dès qu'on augmentait le nombre de pays de référence, il y avait un phénomène de surapprentissage et les performances se dégradaient dans l'itération 2. Et donc, je vais vite. Hein. Après, s'il y a des questions, je vous répondrai. On prendra le temps de regarder en détail. Sur l'Équateur, donc vous voyez les performances, c'est encore mieux que pour l'Inde. Les erreurs sont beaucoup moindres. Donc, c'est en rouge hein, pour le modèle cliométrique composite. Et vous avez les deux modèles, l'Icarter poisson, log poisson qui sont au-dessus. Le CBD, il est dans le tableau, mais il n'est pas présenté ici pour les mêmes raisons. Les erreurs, le niveau d'erreur est très, très élevé. Voilà, donc là, on vérifie les performances par horizon, mais on vérifie aussi, comme on est dans une logique composite, on va vérifier âge par âge, si oui ou non, les erreurs sont toujours plus faibles dans nos modèles que dans les modèles de référence. Donc là, c'est clair, notre modèle, il est cliométrique composite, il est représenté par la courbe rouge ici, et les autres sont, voilà. Ensuite, nous avons effectué plusieurs tests de sensibilité en utilisant plusieurs pays de référence, aussi bien en nombre qu'en qualité. Et ce qu'on a, c'est ce que je vous disais, c'est que quand on met en place un modèle qui utilise beaucoup, même s'il y a beaucoup de pays de référence qui sont utilisés à transition précoce, tant qu'il n'y a pas de surapprentissage, les performances du modèle sont dégradées si vous mettez moins de pays. Donc, voilà, il n'y a pas un dimensionnement optimal absolu. D'après ce que nous avons constaté, c'est une question de structure interne des données. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que même vous avez un historique plus long, puisque par exemple l'Inde, l'Équateur a un historique plus court, puisqu'il remonte en 1950, et l'Inde a un historique plus long, puisqu'il commence en 1930, et pourtant, pour modéliser l'Équateur, nous avons pu recourir à beaucoup plus de données externes que pour l'Inde. Voilà. Donc, il y a tout un tas de tests qu'on fait au préalable hein, pour choisir les pays externes à explorer, à sélectionner sous ensemble avant de commencer le travail. Voilà. Pour les travaux futurs, les modèles externes que nous avons présentés, nous ne les avons pas encore complètement testés. Donc, il faudra finaliser les tests des modèles externes hein, pour les pays en développement qui ont des données de 20 ans seulement, etc. Et après avoir développé ces modèles, donc il va falloir qu'on publie les résultats qu'on obtient et aussi pouvoir calculer les intervalles de confiance sur tous ces modèles proposés en utilisant les techniques de Monte-Carlo, tout ça. Bon, je ne dis pas que c'est facile, mais bon, il faudra quand même le faire. Voilà. Et puis aussi poursuivre les travaux que nous faisons auprès des assureurs, des gouvernements et des autorités de réglementation de la zone CIMA. La zone CIMA, c'est la zone d'Afrique francophone subsaharienne qui a la même réglementation sur le secteur des assurances. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Je pense que j'ai tenu le timing à peu près en allant très vite, mais voilà, j'espère que je pourrai répondre à vos questions et voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Gilles. Alors, moi, j'ai bien sûr des questions. Je vais quand même en poser plusieurs questions et je laisserai ensuite Thomas et Caroline Hilleret, que tu connais, je crois, oui. faire intervenir pour les autres questions. Je me posais une question sur, par exemple, la différence entre Équateur et Inde. Est-ce qu'en fait, à l'intérieur de l'Inde, il y a plusieurs pays, enfin, ou plusieurs régions, et qu'il y a des différences qui peuvent
avec des transitions différentes selon ces régions. Est-ce que c'est une hétérogénéité qui peut expliquer des choses? Je n'ai pas regardé cet aspect-là, mais c'est vrai que l'Inde est composée de plusieurs pays, mais l'Équateur aussi d'ailleurs. Des pays assez contrastés en interne, mais on n'a pas regardé cet aspect-là, mais oui, ça peut peut-être expliquer pourquoi on a des performances ou des différents, ou même des dimensionnements, des paramétrages différents. Oui, c'est possible. Alors, j'ai d'autres questions plus générales, mais je vais passer la parole à Caroline et à Maude. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ouais, merci Florence et merci beaucoup Gilles pour votre exposé. J'avais quelques questions, mais à nouveau, je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, on pourra les transmettre, on en fera une petite synthèse. Donc, vous pouvez poser vos questions et elles seront transmises à Gilles. Donc, j'avais une première question qui rebondit un petit peu sur celle de Florence qui concerne la taille du pays. En général, on aurait tendance à penser que la taille du pays a un impact sur l'évolution démographique et sur la mortalité notamment. Est-ce que dans les choix des pays qu'on met en input au début et qu'après on voit lesquels nous sortent le meilleur modèle, etc., est-ce qu'il y a vous les mettez un peu, voilà, on teste, on a plusieurs données et on regarde et on laisse le modèle un petit peu, je dirais, apprendre sans lui mettre vraiment d'a priori, ou est-ce que vous avez aussi testé avoir un peu des idées au début, peut-être que l'Inde va se rapprocher un peu plus en termes de composition. On a parlé un petit peu d'hétérogénéité au sein des pays, de tels pays pour certains endroits, d'autres pays pour d'autres endroits, et donc de driver un petit peu l'étude, je dirais statistique, par un peu d'études empiriques en amont. Ou est-ce que, in fine, c'est vraiment le modèle qui donne et en fait, c'est celui-là qui est le plus pertinent et qu'il faut au contraire pas lui mettre trop d'input en amont, trop d'a priori en amont et qu'il performe moins bien si on lui met plus d'a priori en amont? Enfin, on n'a pas utilisé la composition interne des pays, là, on les a pris comme un bloc. Par contre, oui, on ne peut pas tester aussi toutes les combinaisons possibles, tous les sous-ensembles possibles de pays externes. Donc, on a procédé aussi par tâtonnement selon les informations qu'on avait. Par exemple, je vous montre la courbe qu'il y a ici. Vous voyez l'Inde qui est en orange ici, avec sa pente élevée. On voit bien que les pays qui sont les plus proches de l'Inde, c'est l'Italie, l'Espagne, le Japon. Les autres pays, même si on a la même allure, la pente est plus plate. Et donc, bon, moi, je l'ai constaté après, mais en même temps, je me dis que c'est logique. Ce sont ces pays-là, les sous-ensembles composés de ces pays, Italie, Espagne, qui ont donné les meilleurs résultats sans surapprentissage. Voilà. Après, c'est toujours bien, effectivement, les stats nous disent où aller voir pour essayer ensuite d'expliquer et faire. C'est toujours dans les bons sens. Et peut-être avant de laisser la parole, notamment Auguste, à des questions aussi à vous poser, comme on fait un modèle composite, donc ça dépend selon les âges, est-ce qu'on observe que sur un pays, quels que soient les âges, en fait, ça va pas mal se rapprocher, par exemple, de l'Italie, comme vous l'avez montré pour l'Inde, etc. Ou est-ce que selon les âges, en fait, va y avoir les données cliométriques liées à un certain pays qui vont être plus prépondérantes et pour d'autres âges, toujours dans le même pays, par exemple l'Inde, ça sera peut-être un peu plus l'Espagne, etc. Est-ce que selon les âges, ou plus globalement, les données sur lesquelles le modèle va plutôt s'appuyer, les paramètres vont changer selon les âges? Oui, ils changent. Pour modéliser l'Inde, pour certains âges, ça va être l'Italie, pour d'autres, ça va être l'Espagne. Parfois, même, on mélange les deux. Voilà. Alors, peut-être, j'ai des questions d'Auguste. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir laisser Auguste. Je ne sais pas si on peut vous laisser la parole. Normalement non. C'est pour ça Non, donc d'accord, donc très bien. Il n'y a pas de possibilité de décrocher. Donc, je vais lire la question d'Auguste, alors que je découvre en même temps. Lorsque l'on modélise les tranches d'âge, n'arrive-t-on pas au fait qu'on ait plus de relations entre la mortalité des tranches d'âge qui peuvent ne plus rien avoir alors que l'on est dans le même pays? Je pense qu'il faut
quand même ah oui, alors peut-être que, donc si je relis, ça rebondit peut-être sur, il faut avoir la mortalité des différentes tranches d'âge qui doivent rester liées. Donc effectivement, à un moment dans les slides, vous mentionnez que c'est un modèle composite et que par les âges sont modélisés de façon indépendante. Est-ce que c'est vraiment indépendant ou il y a quand même des structures selon les âges qui restent liées ou vraiment les modèles laissent selon les âges faire de façon complètement non liée? La modélisation en elle-même, elle n'est pas liée, puisqu'on peut choisir des sous-ensembles de séries explicatives différents pour différents âges, puisque les allures peuvent vraiment être très différentes. Donc, on ne peut pas… Par contre, évidemment, puisque pour le modèle mixte, par exemple, une partie des séries explicatives utilisées pour calculer les composantes principales ou les composantes PLS utilisent les mortalités des autres âges, enfin, sont issues des mortalités des autres âges du même pays. Mmh. Donc, de toutes les façons, la mortalité d'un âge donné est modélisée par la mortalité des autres âges du même pays, par construction, en fait, auxquels vont se rajouter des informations provenant du pays ou des pays de référence utilisés. Donc, en fait, ce lien est déjà dans les données un peu cliométriques, en fait, ces relations et ces dépendances. Donc, du coup, on n'a pas besoin de essayer de les introduire a priori sur les liens. OK. Non. L'indépendance porte sur le choix de la technique. Voilà. OK. Très bien, merci. Alors, j'ai une autre question posée dans le chat. Comment peut-on s'assurer que les transitions pour les pays en voie de développement ne sont pas estimées un peu aveuglément en se fiant au passé ou se basant beaucoup sur les données passées elles ne peuvent pas-elles plus tenir compte d'éléments nouveaux, comme par exemple des évolutions de flux migratoires ou d'éléments qu'on anticipe dans le futur ? Oui, bien sûr. Enfin, l'histoire ne se répète jamais exactement pareil. Mais concernant spécifiquement la question des flux migratoires, la transition démographique, en fait, alors tel que je vous l'ai présenté, j'ai sauté une partie dedans. Alors, je vais voir si je peux le faire mieux. Pour aller vite, j'ai escamoté quelque chose. Alors, je vais voir si ça marche. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça peut apparaître ou pas. Attendez un instant. Voilà. Vous voyez cette courbe-là? C'est la courbe, en fait, la transition démographique a un aspect, une dimension, en fait, migratoire qui l'accompagne, en fait. C'est-à-dire que en haut, par exemple, je prends la Suède qui est à gauche, l'Italie à droite. On va prendre l'Italie parce que ça se voit bien. Vous voyez, le sol naturel, c'est la courbe, c'est la partie qui est en haut, l'accroissement naturel. Bon, évidemment, la guerre mondiale, tout ça. Bon. Alors, déjà, un point important, c'est que vu qu'on travaille sur des données de temps long, ce n'est pas parce qu'il y a des accidents de parcours que l'histoire qui est en train de se dérouler ne se déroule pas. Les guerres, en tout cas, je vous parle empiriquement, ce n'est pas une théorie que je vous fais. C'est que ce que nous avons constaté, c'est que ce qui est en train de se dérouler démographiquement se déroule, y compris malgré les guerres mondiales, malgré tous les drames, ce qui est en train de se passer se passe. Donc, il y a évidemment des chocs de court terme, mais la tendance de long terme, le schéma transitionnel est en place et se déroule systématiquement. Donc là, vous avez le sol naturel qui fait sa cloche, donc qui est heurté, évidemment, on voit bien. Mais bon, voilà, on a la cloche. Et en miroir, vous avez la migration nette, donc le sol migratoire, qui fait une cloche qui lui fait face, en symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de montrer là. Vous avez ça pour l'Italie. Vous avez la même chose pour la Suède. C'est-à-dire que, en fait, le pic du sol naturel, de l'accroissement naturel, correspond en fait au pic des migrations. Et dès que le sol naturel revient à un niveau de départ plus ou moins, en fait, vous voyez que le flux migratoire revient à la normale aussi. Donc, pour les pays européens, ça va correspondre à la période coloniale où voilà, il
voilà, l'Amérique, etc., quoi, hein, l'Australie, etc. Et après, ben, les choses rentrent dans l'ordre. Et c'est le même phénomène qui se passe dans tous les pays du monde. Et évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte des fluctuations de court terme. Mais je ne sais pas comment je peux argumenter ça, mais comme on travaille sur des phénomènes de temps long, ces phénomènes, en fait, absorbent, enfin, comment je peux dire, les tendances lourdes, finalement, finissent par avoir lieu quand même, quoi. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, en fait, ça lisse. Sauf si une autre tendance lourde, mais on pourrait y venir après parce qu'il faut continuer sur ces questions-là, Auguste en a d'autres, mais je pensais si deux transitions se cumulent, par exemple la sécheresse, c'est-à-dire si on prend des pays qui se dépeuplent parce qu'il n'y a plus d'eau, on a deux phénomènes de transition. Oui, théoriquement. Mais pour l'instant, on a passé beaucoup de temps, et quand je vous dis beaucoup de temps, c'est dès qu'on a étudié les pays un à un. Et à part quelques phénomènes très graves comme le génocide rwandais, et même dans ce cas-là, l'histoire qui se passait s'est continuée après. Voilà. On n'a pas d'exception notable par rapport à tout ce qu'on vous dit. Je vous parle de manière empirique, hein, je ne parle pas théoriquement. Oui, non, mais oui, la démographie est très prévisible finalement. Oui, très lourde en fait. Très lourde, oui. Alors, il y a d'autres questions. Je te laisse, Caroline. Oui, peut-être une question. Avant de revenir sur une question, enfin de passer sur la question sur le choix d'un critère pour l'optimisation, pour revenir sur ces pays de référence, il y avait une question sur comment, on a déjà un petit peu discuté de ça, mais voilà, comment choisir l'histoire, les pays de référence et leur histoire, par exemple la France, l'Italie qu'on a mentionné, ou l'Italie et l'Espagne pour l'Inde. Ces pays, a priori, on a tendance à dire ils ont des histoires assez différentes par rapport à l'Inde. Donc, pourquoi choisir ces pays ou tester ces pays pour l'Inde? À cause de la pente du taux de mortalité infantile. Oui, c'est vraiment le critère qui sert pour faire ce mapping. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une justification aussi parfois a posteriori, parce que voilà, nous, ce que nous faisons, c'est que nous choisissons plusieurs sous-ensembles quand même qu'on teste un peu à l'aveugle, quoi, la statisticien. Et puis voilà. Et puis après, on essaie de voir quand même si c'est cohérent historiquement, quoi, si c'est pas n'importe quoi. Et est-ce qu'on pourrait justement, a posteriori, en regardant quels pays finalement permettent, sont les plus, on va dire, utiles, ou en tout cas qui sont le bon choix, on ne pourrait pas du coup essayer de trouver une façon plus automatique de choisir les pays? Parce que du coup, c'est un travail, en effet, hyper fastidieux. Si on doit... Non, c'est automatisé. Hein. D'accord. C'est automatisé. C'est-à-dire qu'on crée pour chaque paramètre la liste des pays, pour les pays, les modalités du coup, vous donnez tous les pays possibles? Oui. Et en fait, il y a une grosse itération qui est faite. La production dure longtemps, hein, puisqu'on ne fait pas avec C++, mais avec R, et qui explore tout ça. C'est pour ça qu'on fait les deux itérations d'ailleurs, parce que sinon, on aurait des biais énormes dans les performances. D'accord, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait des tests qui étaient faits à la main pour pouvoir choisir les pays. Disons qu'on n'explore pas forcément. Non, finalement, non. Parce que l'histoire de la main, c'est quelque chose qu'on fait après coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un sous-ensemble qui semble marcher, en fait, au début, avant d'automatiser l'ensemble, on faisait à la main. Après, on a systématisé la démarche. Mais du coup, c'est la combinaison des pays de référence qui minimise la map. C'est ça. OK. D'accord. Et après, on vérifie quand même historiquement pour voir si ça a un sens ou pas. Oui, d'accord, je comprends. Après, revenir... Mais parce qu'en fait, du coup, je ne comprenais pas bien le côté sensible. Enfin, si, l'étude de sensibilité, je la comprends, mais c'est que du coup, j'ai l'impression que l'étude de sensibilité était due au fait qu'il y avait un peu un choix, on va dire, humain, enfin, en tout cas, une décision qui n'était pas juste automatique sur le choix du pays ou des pays de référence.
Oui, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, un peu. Parce que, en fait, vous avez parfaitement raison. Pour le test de sensibilité, en fait, il y a on définit en fait une sorte d'un ensemble de pays dont on va explorer les combinaisons. On peut partir de tous les pays et on explore les combinaisons. On peut partir d'un sous-ensemble dont on va explorer les combinaisons. Et en fait, dans certains cas, quand on part de tous les pays, le résultat obtenu sans biais est mauvais, en fait, parce qu'il y a un surapprentissage. C'est-à-dire qu'il va aller modéliser les tranches d'âge en prenant des trucs très pointus, etc. D'accord. Donc, effectivement, il y a un travail humain qui est fait au départ, quand même, pour choisir le sous-ensemble. Mais après, l'exploration des combinaisons du sous-ensemble, il est fait automatiquement. D'accord. Et du coup, je rebondis je me charge de la troisième question d'Auguste sur le critère du choix, justement, pourquoi la MAP et pas pourquoi pas la RMSE qui en général donne des meilleurs résultats en fait. Et en Oui, général, on n'arrive en plus pas forcément aux mêmes aux mêmes conclusions. Parce que on utilise la MAP parce que pour ce que j'avais dit, c'est-à-dire que si vous voyez bien les valeurs des taux de mortalité, elles sont très différentes en fait. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Surtout pour les pays en développement qui n'ont pas encore tous les taux de mortalité qui sont effondrés. Donc, les écarts sont encore très importants. Et donc, on ne peut pas, parce qu'après, on va agréger les erreurs pour toutes les tranches d'âge par horizon de prévision. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on utilise la map qui est juste un truc voilà, qui permet de s'affranchir des ordres de grandeur différents, quoi. Donc, on est sur les pourcentages directement en valeur absolue. D'accord. Très bien. Florence, je crois que tu avais peut-être des questions, tu disais. Là, je trouve que c'est un outil pour les transitions. Bien sûr, c'est un outil pour les transitions, tout le monde l'a compris. Et nous sommes justement dans des transitions sur tous les risques. Et donc, ce que je me demandais, c'est si, je comprends que pour tout ton orientation professionnelle est plutôt tournée vers la mortalité et la démographie, mais est-ce qu'il vous est venu des idées d'utilisation de ces méthodes pour d'autres sujets? Je pensais par exemple, mais c'est sûrement assez utopique, de se dire, on observe on a observé des événements climatiques dans certaines régions. Ces événements sont en train d'arriver dans d'autres régions. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les méthodes pliométriques pour anticiper la manière dont les choses vont se produire dans les pays occidentaux, en France par exemple, en Europe, en regardant ce qui a été fait, ce qui s'est passé dans les tropiques, etc. Est-ce que ça a du sens de penser qu'on pourrait l'utiliser dans les risques assurantiels? Je pense oui, parce que il y a eu déjà, nous actuellement, on travaille pour Nicher pour les risques climatiques. Hein. Et donc, le but, et puis pour le climat, on a des séries très longues. Donc, du coup, on peut faire de la bonne pliométrie, etc., en utilisant nos modèles factoriels, tout ça. Et puis, il y a eu des épisodes passés aussi pour le climat, notamment en Europe, il y a le petit âge glaciaire. Donc, ça peut être parfois dans d'autres pays, mais ça peut être dans l'histoire très lointaine plus ou moins du pays, quoi. Des mêmes zones géographiques, en fait, où on peut regarder qu'est-ce qui se passe en cas de chute de climat, de température moyenne ou de remontée de température. En Europe, on a une historique assez fournie là-dessus. Oui. Et, oui, à l'époque où, quand on voit les tableaux de Bruegel, les gens faisaient du patin à glace partout.
effectivement, c'est pas si vieux, quoi. Oui, exactement, avec des drames qui étaient associés au petit âge glaciaire, tout ça, Ouais. les guerres, voilà, les épisodes de peste, enfin tout ça. Voilà. Et puis, moi, enfin, à titre professionnel, on utilise ces modèles aussi pour les prévisions économiques, hein. Les mêmes techniques, hein, de Lee Carter adaptées à l'économie, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demande si ça peut être utilisé sur les accidents de la route. Je ne sais pas si on est en transition. On est en Ouais, transition technologique. c'est possible. Il faudra regarder s'il y a un schéma transitionnel qui se dégage. Et là, oui, ça pourrait être utilisé si, voilà, si les moyens de déplacement ne changent pas radicalement. Oui. Alors, y a-t-il d'autres questions? Là, je n'en vois pas dans le chat. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a déjà posé beaucoup de questions à Gilles. Merci beaucoup, Gilles, Merci à vous, pour toutes ces de m'avoir réponses invité. et ces éclairages sur cet exposé très Maud, intéressant. tu n'as pas d'autres questions, Maud? Parce que moi, je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse aux utilisations possibles, puisque c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les transitions. Alors, on n'a pas compris, enfin, quand je dis moi, je n'ai pas compris toutes les subtilités de ce que tu as exposé, parce que il faudrait rentrer dans le détail. Et donc, ça doit être, il faudrait des adaptations très importantes. Oui. Pour appliquer ça Non, mais je pense que l'idée d'utiliser, en effet, l'information qui est contenue dans un pays, bah, voilà, même sur, par exemple, en effet, l'impact du changement climatique sur la mortalité ou même tout simplement sur la morbidité, en fait, on pourrait envisager. Et puis, en effet, avec intégrer une dépendance spatiale entre les pays, etc., avec les moustiques, par exemple, qui se déplacent. En effet, hein, ça peut vraiment être intéressant. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'aller utiliser, parce que justement, le côté décalage dans les données, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même en épidémiologie. Je sais que sur les données de la grippe, il manque plein d'informations. Enfin, c'est-à-dire, il y a des pays où on a les données depuis très longtemps, et puis il y a des pays où c'est plus récent, où même les données sont moins consolidées, et donc d'aller chercher en tout cas de pouvoir utiliser l'information d'un pays où là on est un peu plus sûr, on a consolidé les données et les informations, d'aller utiliser cette donnée-là pour un autre pays et du coup avoir plus d'informations, c'est vraiment très intéressant. Je crois que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Gilles, pour ça. Alors, il y a un nouveau, mais ça doit être des remerciements. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant. La visio sera sur le site dans quelques jours, ainsi que bien sûr les slides. Je pense que Gilles a une société, mais il est aussi chercheur associé à Lyon 1 ISFA. Et donc, si vous vient des questions, je suis sûre qu'il serait ravi d'échanger avec vous. Je pense à Auguste, il a sûrement il aimerait bien lui parler. Mettez-vous en contact, n'est-ce pas, Gilles? Je ne transgresse pas quelque chose. Je crois que tu serais intéressé par d'autres questions ou d'autres réflexions. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, merci et bonne soirée à tous et on en reparlera de la cliométrie. On en reparlera. Merci Gilles, merci Florence, merci Maud, au revoir. Merci à tous.